Et bonjour à tous, c'est Proust pour la Marvel JCE TV. On se retrouve pour un nouvel archétype aujourd'hui, un archétype justice que j'appelle le méchant 3. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le méchant 3, c'est tout à fait normal, parce que si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec moi, vous ne pouvez pas le connaître, puisque c'est le fruit de réflexion personnelle et une construction assez individuelle de l'archétype qu'on appelle généralement manigance annexe. Cet archétype, lui, est beaucoup plus connu. Je vais donc commencer par vous le présenter pour ceux qui l'ignorent, mais l'idée, c'est d'aller au-delà de l'archétype manigance annexe et d'une manière ou d'une autre et de son enquêteur chevronné. On va expliquer quelles sont ces cartes, pour aller sur quelque chose d'encore plus efficace et d'encore plus pratique et fonctionnel dans Marvel Champion. Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'archétype manigance annexe? Alors, l'archétype manigance annexe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un archétype jaune, donc un archétype justice, qui combine deux choses. Il est à la fois l'archétype le plus puissant du jeu, en tout cas en solo, c'est quasiment incontestable. Et en plus, c'est un archétype très puissant, mais extrêmement court. Il est ramassé sur deux cartes essentielles et auxquelles viennent s'ajouter quelques cartes de soutien et de support qui vont aider son fonctionnement. Mais globalement, vous l'avez compris, l'archétype petite manigance ou manigance annexe fonctionne sur très peu de cartes, qui permet, et c'est aussi sa force, d'ajouter en plus de cet archétype un second archétype, ou par exemple l'archétype papillon qui tourne autour du Confuse Lock, mais parfois même, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rajouter une pelletée de soutien basique qui vous mettront des ressources supplémentaires ou des ressources en plus ou des alliés supplémentaires. L'avantage d'un archétype quand il est court et ramassé, c'est qu'il vous laisse la possibilité d'ajouter énormément de cartes en jeu. Donc c'est vraiment l'avantage de cet archétype. Donc brièvement, puisque c'est pas le sujet aujourd'hui, l'archétype manigance annexe repose d'abord essentiellement sur sa carte VIP qui est d'une manière ou d'une autre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, d'une manière ou d'une autre est un événement qui a un coût de 0, donc d'un ER, et qui vous permet d'aller chercher dans le deck rencontre, attention, il faut que la manigance n'ait pas été déjouée ou révélée, donc il faut qu'elle soit encore dans le deck rencontre, une manigance, celle que vous voulez, mais la contrepartie, c'est que vous devez la révéler. Il faut faire attention parce que certaines manigances annexes, quand elles entrent en jeu, ont des effets négatifs, et donc il faut bien choisir la manigance. Donc voilà l'intérêt d'une manière ou d'une autre, c'est donc d'aller chercher la manigance que vous souhaitez. Alors je vous laisse imaginer que quand vous jouez Taskmaster par exemple, qui vous permet d'aller chercher les manigances qui font rentrer des alliés, c'est juste exceptionnel, mais ça marche à peu près avec tout le monde, parce que tous les méchants ont des petites manigances sympathiques à aller déjouer, et la contrepartie positive, c'est que vous allez piocher 3 cartes. Vient avec cette carte directement en synergie complète l'enquêteur chevronné, pardon. L'enquêteur chevronné, c'est une amélioration qui vaut 0, donc un ER encore une fois, vous le posez sur la table, et quand vous avez déjoué une manigance annexe, vous l'inclinez, et vous piochez une carte. En gros, l'idée, vous jouez d'une manière ou d'une autre, vous allez chercher une manigance annexe, vous la contrez, et le coût total de cette partie, c'est que vous avez joué 2 ER et vous avez pioché 4 cartes. Vous avez donc un ratio positif de pioche de 2 cartes, ce qui est considérable. L'avantage d'un archétype de pioche, comme c'est le cas de l'archétype manigance annexe, c'est qu'il permet beaucoup plus facilement à votre héros de se setup et de mettre en place son fonctionnement. Évidemment, un héros qui est mauvais de base va pas forcément tirer un grand bénéfice de cet archétype, parce que mettre toutes les améliorations de Hulk sur la table, bah, ça vous aidera pas à rendre Hulk meilleur. Mais néanmoins, ça vous permet sur tous les héros qui sont bien balancés, c'est-à-dire quasi tous, sauf certains des derniers de la classe, ça vous permet de jouer votre héros, et en plus il a l'intérêt énorme de mettre en valeur les cartes de héros. Vraiment, vous verrez vraiment le fonctionnement de votre héros grâce à cet archétype, car les cartes de l'archétype Manigance Annexe ne vous permettent que de piocher, et donc de faire avancer et rentrer vos cartes de héros. Voilà, viennent s'ajouter à cet archétype énormément d'événements de contre que je présente pas tout de suite, je vais les présenter après évidemment, mais l'idée c'est évidemment d'aider votre héros à contrer les manigances annexes qui vont rentrer en jeu, de façon à ce que vous bénéficiez de manière très positive de la carte d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'était une présentation succincte des petites manigances. L'idée que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est le méchant 3, c'est un stade un peu supérieur de cet archétype,
un peu plus lourd aussi en termes de cartes, vous allez le voir. Vous n'aurez pas la place pour mettre d'autres archétypes avec. Bon, parfois vous pouvez si vous tassez un petit peu, mais l'idée c'est de rendre cet archétype pérenne et parfaitement efficace. Et vraiment, vous aurez une efficacité absolue, notamment en solo, mais vous le verrez aussi en multijoueur, j'en terminerai par ça. Donc pourquoi le méchant 3? Eh bien c'est simple, cette idée elle m'est venue en jouant Clos. Il faut savoir que Clos en expert, pour moi c'est la base. Tous mes decks que je construis commencent par un Clos expert parce qu'il a l'avantage d'être très stable et extrêmement prévisible. Moi quand je fais du deck building, j'aime bien tout de suite pouvoir évaluer l'efficacité de mon deck. Et l'avantage, quand vous jouez contre un héros, un méchant, pardon, qui est stable et prévisible, vous savez tout de suite si votre deck fonctionne ou pas, avant même, sans même aller au bout de la partie. Vous pouvez aussi tout de suite vous arrêter si vous dites, bah non, là, j'y arrive pas, je m'en sors pas, je sais que Clos va finir par me tuer, donc vous pouvez arrêter et recommencer votre deck building. Et donc justement, en jouant Clos, vous le savez tous, premier tour de Clos, vous avez sur la table deux manigances annexes, une avec une icône de crise qui s'appelle équipe de surveillance. Non, c'est pas équipe de surveillance, c'est réseau de surveillance, voilà, c'est ça, avec une icône de crise, et une autre manigance annexe qui est Clos l'immortel, qui a une icône d'accélération et qui rajoute 10 points de vie à Clos. Ces deux manigances annexes se contrent sur 3, sur un 3. Il faut 3 de contre pour les enlever d'un coup. Vous ajoutez à cela le sbire que Clos fait pop automatiquement. Vous avez un tour 1 de Clos extrêmement compliqué. Et moi, l'idée, en construisant cet archétype, c'était de me débarrasser immédiatement des deux manigances annexes. Parce qu'une fois que vous êtes débarrassé des manigances annexes et du sbire, Clos devient très trivial. Ça devient assez facile, même en expert, de l'éradiquer, puisque finalement, la difficulté majeure de Clos en expert, c'est le démarrage. Après, ça coule de source et c'est relativement facile. Donc l'idée, elle est simple, c'est faire en sorte que votre héros ait un maximum de possibilités de contrer à 3. Je ne cherche pas à contrer à 4, à 5, à 6, je veux contrer à 3, point barre. Et donc je vais faire en sorte d'avoir un maximum de cartes dans mon jeu qui contre à 3. C'est l'idée principale. Euh, Quand j'ai construit cet archétype, j'ai voulu bien sûr le tester sur d'autres méchants. Et quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait à chaque fois, j'ai fait les maths, parce que j'ai fini par calculer. Je me suis demandé, mais comment ça se fait que ça fonctionne à chaque fois sur toutes les manigances annexes? Eh bien, sachez que toutes les manigances annexes rencontres qui existent dans le jeu actuellement se contre, pardon, pas toutes, 75%, plus de 75% des manigances annexes du deck rencontre se comptent sur un 3. Donc ça veut dire que plus d'une manigance annexe, plus de 3 manigances annexes sur 4, pardon, se contre sur un 3. Ça veut dire que vous allez avoir une efficacité absolue sur cette carte rencontre en particulier. Mais si on ajoute en plus les manigances annexes de joueurs, là, toutes les manigances annexes de joueurs se contre sur un 3, sauf deux. La manigance annexe jaune qui vint un sbire non élite, il me semble, elle se compte sur un 4. Et la manigance annexe grise qui fait entrer un entraînement super pouvoir. Elle se compte sur un 5. Voilà. Mais sinon, toutes les autres manigances annexes se comptent sur un 3. Donc là, vous avez mis bout à bout tout de suite l'évidence de l'efficacité d'un contrat 3. Donc tout de suite, on va aller sur le fonctionnement et les cartes que je vais ajouter dans mon deck pour avoir un maximum de contrat 3. Je commence bien sûr par les alliés. Donc les alliés, le premier, il est relativement évident, il est sorti avec Psylocke, il me semble, oui c'est ça. Le Captain Britain. Alors, Captain Britain, il a le problème, c'est qu'il coûte un peu cher, puisqu'il coûte 4. Mais il attaque à 3 et il contre à 3. Donc là, on a notre 3 qui est recherché. L'avantage, c'est que si vous contrez une manigance annexe ou si vous attaquez un sbire, vous prenez un dégât consécutif de moins. Donc là, on a un contre à 3 avec un seul dégât consécutif, et c'est précisément ce qu'on cherche à faire, contrer des manigances annexes. Donc le Capitaine Britain, qui est déjà de base dans n'importe quel archétype un très bon allié, là, il est essentiel dans ce fonctionnement, puisque vous allez avoir très facilement un contre à 3. Vous avez ensuite Jessica Jones. Alors elle, c'est la boîte de base, donc c'est vraiment une très très vieille alliée. C'est pas non plus la plus efficace. Elle a un contrat 1, mais elle gagne plus 1 de contre pour chaque manigance annexe en jeu. Si on veut obtenir un 3 de sa part, il faut qu'il y ait deux manigances annexes en plus de la manigance principale. C'est relativement rare, surtout qu'on ne va pas laisser subsister très longtemps les manigances annexes. Néanmoins, dans certaines situations, si la situation se présente et que vous avez déjà trois manigances annexes en jeu,
Ou si, comme le scénario Apocalypse par exemple, il y a des manigances annexes permanentes qui sont en jeu, finalement, Jessica Jones va trouver son intérêt. Évidemment, je pense qu'il faut la mettre avec parcimonie dans un deck, mais ça reste une idée intéressante, puisque elle aussi, elle n'aura qu'un seul dégât consécutif pour un contre à 3, voire plus, hein, parce qu'on ne sait jamais, et ça peut être assez efficace. Vous pouvez aussi avoir le cas de figure, vous avez la manigance principale, une manigance annexe de joueurs que vous avez révélée grâce à votre pioche, et la manigance annexe rencontre que vous avez révélée grâce à d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, le cas de figure où Jessica Jones va pouvoir contrer à 3 est relativement fréquent. On continue sur les alliés jaunes. Spider-Man, je le verrai en dernier, vous verrez. C'est le Spider-Man Web Warrior. Donc Paviti, oula, je vais pas le prononcer, c'est un petit peu compliqué. Donc Spider-Man Web Warrior en jaune, il a l'avantage, bah, il a un intérêt que si vous jouez un Web Warrior, mais il faut savoir que si vous êtes un Web Warrior, lui comptant comme un Web Warrior, et en plus vous avez le soutien Web Warrior ou un autre Web Warrior en jeu, donc c'est relativement courant, Spider-Man en entrant en jeu va faire un contre à 3. Donc vous avez quand même une efficacité assez importante de ce Spider-Man. Évidemment, il faut jouer Web Warrior, sinon vous perdez un peu son intérêt de contre. Sur les alliés gris, alors on va avoir Pete Wisdom. Pete Wisdom qui ne se joue qu'avec les X-Force, mais qui a aussi un contre à 3. Alors certes, il a 2 dégâts consécutifs, mais l'avantage de Pete Wisdom, c'est que il se soigne sur toute révélation, pardon, sur toute résolvation de traîtrise révélée. Oui, si vous annulez la traîtrise, ça ne fonctionne pas. Donc il faut quand même concevoir que Pete Wisdom a allez, 4 chances sur 5 à la fin du tour du méchant de se soigner de 1. Et voire plus, si vous avez pioché plus d'une carte rencontre, vous avez révélé plus d'une carte traîtrise. Donc voilà, Pit Wisdom est assez efficace, il reste relativement cher, et de toute façon, étant circonscrit au X-Force, vous n'allez pas non plus en faire une pièce essentielle. Lui par contre, c'est une pièce essentielle, c'est même, vous ne pouvez pas construire cet archétype du méchant 3 sans le Professeur X. Déjà, il a le contrat 3. Donc pour 3, vous avez un contrat 3. C'est exceptionnel. Vous avez tout ce que vous demandez d'un allié, et c'est le contre. Ensuite, il va vous bloquer sur une défense. Bah oui, puisque comme Professeur X a le, le mauvais goût de disparaître à la fin enfin au début du prochain tour de héros, vous allez avoir tendance à le sacrifier pour vous défendre. Donc il fait déjà deux choses. Il contre à 3, ce que vous cherchez à tout prix à faire, et en plus il vous protège d'une attaque. Mais en plus, c'est pas fini, il va confuse le méchant, ça c'est dans le cas général, c'est une carte extrêmement forte. 3 pour rendre confus le méchant, c'est déjà. Pour désorienter le méchant, pardon, c'est déjà très fort. Mais alors en plus, si vous avez le contre à 3 et la défense, vous imaginez bien que Professeur X est vraiment idéal. Et alors en plus, si vous jouez X-Men, ça vous permet, plutôt que de choisir de partir sur une désorientation, vous pouvez jouer sur de l'untap, ce qui peut vous permettre d'être encore plus efficace dans votre partie. Donc le Professeur X, c'est un auto-include dans le méchant 3. Je ne construis pas de deck méchant 3 sans le Professeur X, c'est juste pas possible. On continue dans les alliés un peu particuliers. Snowguard, qui vaut cher, mais qui a l'avantage d'avoir pour 3 PV un contre à 3 avec un seul dégât consécutif. Évidemment, l'avantage de Snowguard, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en faire un allié qui va contrer. Le problème des archétypes justice de manière générale, c'est que vous avez tendance à être un peu limité en matière de dégâts. Et donc, typiquement, vous avez Snowguard en main, vous êtes assez bien sur le contre. Vous n'avez pas besoin d'elle pour qu'elle vienne contrer encore un peu plus, même si elle pourrait parfaitement faire le job. Vous pouvez choisir plutôt d'en faire un allié offensif, donc ce qui est assez efficace et polyvalent. Mais sinon, l'idée et la raison pour laquelle j'ai mis Snowguard, c'est surtout pour son contre à 3 et son trait aérien, et donc plutôt pour partir sur cet aspect-là de l'allié. On termine pour les alliés basiques en tout cas, sur Spider-Man, Miles Morales, le champion, donc celui qui est sorti avec la guêpe il y a bien longtemps, qui, en entrant en jeu,
vous allez choisir, si vous choisissez le contre, un peu comme Snowguard finalement, mais de manière un peu moins chère et plus efficace, quand il entre en jeu, va pouvoir faire un contre à 3. Donc c'est ce qu'on lui demande, puisque vous pouvez rajouter plus 2 à l'un de ces deux aspects, hop, vous avez un contre à 3, c'est tout ce qu'on recherche dans cet archétype. Si jamais vous n'avez pas besoin de faire de contre, en plus Spider-Man a la possibilité d'entrer pour faire des dégâts à la place. De toute façon, une fois qu'il est rentré et qu'il a contré à 3, s'il n'a pas servi à défendre contre une attaque, au coup d'après, il a quand même la possibilité de faire 2 dégâts, ce qui est quand même assez considérable, et c'est quand même un allié de très bonne facture. Voilà, j'en ai fini pour les alliés de cet archétype. Je reviendrai sur le Spider-Man qui coûte 5 plus tard quand j'évoquerai l'aspect multijoueur. On va passer maintenant aux événements. Les événements, c'est la clé de voûte de cet archétype, donc il faut absolument s'y attarder. Mais avant d'aborder les événements, je reviens sur un aspect des ressources et une ressource en particulier, c'est la passion de la justice. Et oui, cette carte, vous l'avez toute mise de côté et vous ne la sortez plus jamais en vous disant, bah non, elle sert à rien, elle marche pas très bien, retirer une menace supplémentaire, c'est pas très intéressant. En fait, la passion de la justice est en effet pas une carte qui a un rendement extraordinaire. C'est une carte qui ne sert qu'à payer et en plus il faut forcément payer un contre pour que ça fonctionne. Oui, mais contrer, c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum dans cet archétype. Mais là, le petit 1 de plus va généralement faire passer des 2 de contre à des 3 de contre. Et là, c'est fantastique. C'est fantastique parce que vous récupérez vos événements qui se transforment non plus en des événements de 2, mais en des événements de 3. Et on obtient tout ce qu'on veut avec cette carte. On y vient tout de suite avec, par exemple, multitâche. Multitâche, qui est vraiment un des événements le plus joué en justice, et à juste titre, puisqu'il a l'avantage de contrer à 2. Et si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, vous retirez à nouveau 2 menaces d'une autre manigance. L'avantage de l'archétype manigance annexe, et donc par extension l'archétype méchant 3, c'est que ça vous permet de ne pas perdre de tempo. Vous jouez multitâche sur la manigance annexe que vous essayez de contrer, vous pouvez en même temps contrer sur la manigance principale, ce qui vous permet d'un peu équilibrer la partie et pas prendre du retard sur la manigance principale. Oui, mais voilà, multitâche ne contre qu'à 2, et donc c'est pas forcément intéressant. Sauf que combiné avec la passion de la justice, multitâche ne compte non plus à 2, mais il compte à 3, et il compte à 3 deux fois. Et ça, c'est exceptionnel parce que vous avez du coup double contre à 3. Régulièrement, vous avez deux manigances annexes en jeu, une manigance de joueur, une manigance rencontre. Vous jouez un multitâche, hop, vous avez éradiqué la partie et vous avancez dans le jeu. Donc vraiment, multitâche, bon, c'est vraiment une carte qu'on joue régulièrement, mais dans cet archétype, il est encore plus fort, surtout si vous le jouez avec la passion de la justice. Une autre carte, exactement comme multitâche, dégager la zone. Dégager la zone, pareil, c'est aussi un événement extrêmement joué dans les archétypes jaunes de manière générale. Ici, il nous bloque parce on n'a qu'un contre à 2, sauf que, encore une fois, si vous le jouez avec la passion de la justice, vous retirez non pas 2 d'une manigance, mais 3. Et comme vous retirez la dernière menace de cette manigance de manière générale, on l'a vu statistiquement, c'est vrai, vous allez piocher une carte. Donc vous imaginez, vous avez joué d'une manière ou d'une autre. Vous avez donc pioché 3 cartes, vous avez révélé une manigance annexe. Vous la contrez avec dégager la zone. Donc vous piochez une nouvelle carte, c'est déjà votre quatrième carte. Puis vous inclinez l'enquêteur chevronné, qui est ici, voilà, l'enquêteur chevronné, et vous avez pioché 5 cartes. C'est vraiment extraordinaire en termes d'efficacité et de rendement. Évidemment, avec ces événements, bon, alors, il y a d'une manière ou d'une autre, que j'ai présenté tout à l'heure, celle-là, elle est évidemment auto-include. Attention toutefois à ne pas en mettre trop. Moi, généralement, j'en mets deux, voire une. Pourquoi? Parce que si vous jouez les manigances annexes de joueurs et de toute façon, les méchants ont tendance à faire rapidement rentrer des manigances, n'oubliez pas, vous êtes efficace sur les manigances annexes, certes, mais vous ne pouvez pas tout faire. Ne jouez pas cette carte systématiquement. S'il y a déjà deux manigances annexes en jeu, vous allez vous dépasser complètement en matière de contre et vous allez perdre la partie. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, je me suis rendu compte qu'on avait un peu de difficulté à la jouer systématiquement. Donc avant, j'en mettais 3, je suis passé à 2 et même parfois j'en mets qu'une dans certains de mes decks de manigance annexe méchant 3 parce que ça fait un peu c'est un petit peu dangereux et régulièrement je me retrouve avec cette carte, je me dis ah, je vais pas la jouer, je vais perdre un peu de temps. On continue avec, alors ça ce sera pour le multi, on verra après.
Euh, Ça pareil pour le multi, faire respecter la loi. Alors, faire respecter la loi n'est pas une très bonne carte pour notre archétype. Euh, enfin, c'est une excellente carte pour notre archétype, pardon, parce qu'elle fait un contre à 3 et elle ne coûte que 2 ER. Le coût imprimé de cette carte, c'est de 1. Le problème de faire respecter la loi, c'est qu'elle n'est fonctionnelle que sur les shapeshifters, que sur les héros qui ont tendance à changer régulièrement de forme et qui n'ont pas besoin d'attendre un passage alter ego héros pour pouvoir la faire fonctionner. Évidemment, si vous avez un héros qui fait beaucoup de flip-flap, euh, alter ego héros, cette carte peut être jouée, mais ça reste assez compliqué. Je la joue parfois dans X23. Vous voyez, X23 n'est pas un shapeshifter, mais comme elle va très souvent en alter ego pour se soigner, ça peut fonctionner. Néanmoins, cette carte est quand même à réserver à ceux qui changent de forme. Donc, on va penser au Ant-Man, on va penser à la Guêpe, on va penser à Angel, mais on va aussi penser évidemment à Vision, à Spectrum, à Storm, qui ont des capacités de changement de forme assez efficaces et qui sont comptabilisées dans faire respecter la loi. Ça dit, je ne suis pas sûr de ce que je viens de vous dire pour Storm. Je crois que comme c'est l'environnement, je ne suis pas sûr que sa forme change. Mais voilà, vous avez compris l'idée de ce que vous pouvez faire de faire respecter la loi. On continue avec l'AC Roulis. Là encore une fois, c'est un excellent événement pour notre archétype, puisqu'il permet de contrer à 3 sur un contre. Alors attention, c'est un petit peu limité, donc il faut que vous ayez contré, pas forcément un contre de base, mais il faut que vous ayez contré. Vous pouvez faire un nouveau contre à 3. Mais typiquement, vous avez joué un dégager la zone, donc vous faites un contre et vous avez pioché une carte. Vous pouvez hop lancer un lacet roulis derrière et vous contrez à nouveau à 3. La contrepartie de lacet roulis évidemment, c'est qu'il faut être aérien. Donc ça ne marche pas avec tout le monde, ça marche très bien avec Nova qui est sur l'illustration, mais vous verrez que j'ai un deck Nova à vous présenter derrière, je ne l'ai je crois que je ne l'ai pas mise. Oui, parce que voilà, d'autres cartes sont plus efficaces. Et la contrepartie de vous obliger à contrer fait d'une certaine façon que cette carte n'est pas si efficace que ça et pas si facile à mettre en jeu. Euh, Retenir l'ennemi est enfin un peu le filler de cet archétype. Retenir l'ennemi, c'est auto-include ou absolument pas à mettre dans votre paquet en fonction de ce qu'a votre héros dans son kit de base. Généralement, votre héros, dans son kit de base, a une carte de contre. Généralement encore, cette carte de contre, elle est à 3. Quand vous avez cette carte dans votre kit, ne mettez pas retenir l'ennemi. Ça ne sert à rien. Vous avez une carte qui sera plus efficace que celle-ci, qui généralement aura d'autres effets positifs. Donc vous n'avez aucun intérêt à jouer cette carte. En revanche, certains héros, comme mettons Spider-Man, Peter Parker par exemple, qui n'a pas de carte de contre, n'ont pas de carte de contre auto-inclus dans leur kit. Donc mettre retenir l'ennemi vous permet d'avoir un contre à 3 pour un coût réel de 2. Parce que là, le coût réel est plutôt de 3 quand on regarde la carte, mais si vous arrivez à la jouer en première main et en première carte, le coût réel est ramené à 2 puisque retenir l'ennemi revient dans votre main. Donc vous avez votre fameux contre à 3 qui est recherché principalement dans cet archétype. Mais, l'efficacité de ce contre est évidemment assez médiocre par rapport à certaines cartes de kit de héros qui vont être beaucoup plus efficaces pour un contre équivalent. Voilà, l'idée c'est d'avoir un filler, d'avoir la possibilité de contrer à 3 tout le temps. Oui, parce que je vous ai présenté un super combo avec le multitâche et dégager la zone, sauf que vous avez bien compris qu'il faut avoir la passion de la justice et dégager la zone dans la même main, ce qui n'est pas toujours fréquent. Alors vous verrez, j'ai une autre solution pour vous aider. Mais néanmoins, la possibilité de faire marcher, dégager la zone ou multitâche en contrat 3 n'est pas systématique. Donc si ça ne suffira pas pour avoir vos contrats 3 dans votre deck, donc c'est bien d'avoir retenir l'ennemi en plus qui vous permettra d'avoir un contrat 3 tout le temps dans votre deck si jamais, encore une fois, le kit de votre héros n'est pas fourni. Je finirai par une dernière carte plutôt offensive, mais encore une fois, le problème des archétypes justice, c'est souvent de faire des dégâts. Alors, c'est jamais un problème, hein, attention. Faire des dégâts n'est jamais un problème dans Marvel Champion parce que tous les héros ont la capacité de faire des dégâts et en font tous beaucoup. Tous les héros n'ont pas la capacité de contrer correctement, ça on est d'accord, mais ils ont tous la capacité de faire des dégâts. Le seul problème entre guillemets que je trouve dans les archétypes jaunes, c'est qu'ils ralentissent la partie parce que si vous ne comptez que sur les cartes du méchant pour faire du héros pour faire des dégâts, que sur les cartes de son kit principal, ça peut être un peu long parfois. Donc voilà, renverser la situation est mise dans le jeu parce que euh, contrer
Et retirer toute la menace d'une manigance, vous allez le faire très régulièrement. Surtout que ça ne nécessite pas forcément d'avoir déjoué la manigance. Ça marche aussi sur la manigance principale. Si vous avez mis la manigance principale à 0, vous pouvez jouer, renverser la situation. Et ça fait 3 dégâts pour un seul ER, c'est très précieux. Voilà. Évidemment, cette carte n'est à mettre que si vous trouvez que votre héros est un peu mou du bide en matière de dégâts, et que si il vous reste de la place, ce qui n'est pas forcément évident, mais ça reste une bonne idée et un bon ajout. On avance sur des cartes essentielles évidemment dans l'archétype du méchant 3, ce sont les manigances annexes de joueurs. Alors, les manigances annexes de joueurs, on n'a pas tellement le choix au final. On va généralement en mettre deux, c'est construire un soutien. Celle-là, on va toujours la mettre, elle est extrêmement forte. Il y a toujours un soutien dans votre kit qui a besoin d'arriver gratos. Et vous avez évidemment tous les moyens de contrer cette manigance, parce qu'encore une fois, elle se compte sur un 3. Et bien sûr, l'entraînement en super pouvoir, qui est son pendant sur les améliorations. Attention, exclusivement aux améliorations du kit de héros. Mais néanmoins, tous les héros quasiment oui, je crois. Même Spectrum, je me semble, parce que ses ressources sont des améliorations. Mais tous les héros quasiment ont des améliorations qui vont pouvoir rentrer grâce à l'entraînement au super pouvoir. Donc voilà, ces deux manigances annexes sont auto-includes dans cet archétype, puisque vous avez encore une possibilité d'avoir des manigances annexes en jeu, donc de vous faire piocher grâce à l'enquêteur chevronné, mais aussi, comme c'est des contres à 3, vous allez être très efficace sur le contre et vous allez facilement avancer sur ces manigances annexes. Vous avez ensuite tendre un piège. Tendre un piège qui a l'avantage de remplir toutes les conditions qu'on recherche d'une manigance annexe, à savoir un contre à 3. On est donc content. Néanmoins, c'est pour faire 5 dégâts aux méchants. Si vous avez un héros très fort qui fait déjà beaucoup de dégâts de base, tendre un piège n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, encore une fois, si vous trouvez que votre héros est un petit peu mou en termes de dégâts, bah mettez-la. Surtout que même si vous êtes un peu, enfin vous êtes déjà bien setup en matière de dégâts, l'avantage de contrer cette manigance annexe de joueur va avoir des effets dans le jeu. Je pense pas seulement à l'enquêteur chevronné qui va vous faire piocher une carte, mais vous avez par exemple câble, vous avez contré cette manigance, et ben elle vient s'ajouter à la pile victoire, ça va vous aider, ça va même untap câble. Vous avez toutes les cartes d'amélioration que vous allez pouvoir accrocher aux manigances annexes qui vont s'enclencher. Vous allez avoir comme ça plein d'effets pernicieux qui vont vous permettre d'avoir un effet positif sur la partie. Nova par exemple, quand il est dans sa phase de d'untap systématique, vous jouez tendre un piège, hop, vous la contrez à ce moment-là, ben, vous vous redressez. C'est quand même assez efficace et assez pratique. Donc voilà, tendre un piège, on la met parce qu'elle est jaune et elle est de la bonne couleur. Évidemment, elle est pas, c'est pas la plus importante et elle vient surtout fournir un peu plus le stock de manigances annexes que vous allez pouvoir contrer. Voilà, on avance bah, sur les ressources, pas besoin de m'étendre, hein, je vous ai présenté la passion de la justice et tout le bien que j'en pensais. On arrive maintenant aux améliorations. Alors, il n'y a pas de soutien spécifique à cet archétype, tout simplement parce que les soutiens de couleur sont généralement pas de très bonne qualité. Alors c'est pas vrai avec les soutiens verts, mais sinon les soutiens, ouais, remarquez, il y a quelques soutiens bleus qui valent le coup quand même. Mais globalement, les soutiens jaunes sont quand même pas tous très bons. Vous avez la policière en patrouille, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle, c'est un bon soutien, mais elle vaut très cher et c'est pas forcément ce que vous cherchez à faire. Donc vous pouvez toujours la mettre. Il y a toujours enfin, vous avez toujours la possibilité de mettre les cartes que vous aimez bien. Mais de soutien qui se synergisent parfaitement avec cet archétype, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas même. Donc voilà, j'en ai pas mis tout simplement. C'est pour ça que la case est vide. Donc sur les améliorations, on commence avec la compétence opérationnelle. Alors j'adore cette carte et je la mets aussi systématiquement dans mes decks méchants 3. Et je suis sûr que cette carte, vous l'avez mis de côté, vous l'avez jamais rejouée en disant non mais c'est bon, ça sert à rien. C'est un truc avec utilisation, donc en plus ça va pas marcher à chaque fois. Et vous retirez un jeton, vous ajoutez un au contre. Ok, on est d'accord, c'est pas en soi, d'un point de vue dans son individualité propre de carte, elle n'est pas très intéressante. Maintenant, dans l'archétype méchant 3, elle est juste exceptionnelle. Parce que si vous reprenez dégager la zone, si vous reprenez multitâche, et bah, grâce à cette carte, vous allez avoir le plus 1 de contre que je vous permettais d'obtenir grâce à la ressource tout à l'heure. Là, vous l'avez posé sur votre table. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir la synchro entre l'événement et la carte ressource. Là, vous avez directement posé sur la table compétence opérationnelle. Évidemment, il faut privilégier l'utilisation de cette carte
au moment où vous en avez besoin, sinon c'est pas forcément utile. Mais vous avez donc un deuxième moyen d'augmenter les événements multitâches et dégager la zone de 1, ce qui vous permet de faire des contrats 3 de manière beaucoup plus efficace. Il faut savoir que compétences opérationnelles marche sur les événements, mais pas que, parce qu'il y a bien marqué, quand vous contrez, retirez un jeton, ce contre retire une menace supplémentaire. Et donc quand vous êtes à un contre de 2, par exemple en natif, un contre de base de 2, et ben, cette compétence opérationnelle va vous permettre de contrer un 1 supplémentaire. C'est assez précieux. On continue, bon, bah, l'enquêteur chevronné, je ne le représente pas. Auto-include évidemment, puisqu'encore une fois, la base de cet archétype reste l'archétype manigance annexe. Donc vous êtes obligé de mettre enquêteur chevronné. De toute façon, c'est une carte, honnêtement, moi à chaque fois que je joue des campagnes où on peut mixer plusieurs couleurs, vous pouvez chercher une carte soutien de n'importe quelle infinité. Vous savez, c'est les récompenses. Je suis en train de jouer Sinistre Motivation là en ce moment, et on a ça comme récompense. Ben, je jouais pas en jaune, je crois. Ben, c'est la carte que j'ai été chercher. Enquêteur chevronné, peu importe la couleur, en fait, vous la voulez à chaque fois, parce que des manigances annexes, il y en a tout le temps. En plus, c'est bien précisé, après qu'une manigance annexe a été déjouée, donc même si c'est pas vous qui le faites, vous piochez une carte. Donc c'est vraiment cette carte, elle est vraiment exceptionnelle, exceptionnellement forte. Donc voilà, il n'y a même pas de débat. De toute façon, vous jouez en jaune, je pense pas que vous ne la mettez pas dans votre deck. Je pense que c'est presque systématique. Alors, l'instinct héroïque, attention, c'est pas toujours auto-include. L'idée, c'est de regarder le contre de base de votre héros. Généralement, votre héros va contrer à 1 ou à 2 en contre de base. Ça, c'est la base de tous les héros, sauf Phoenix, qui a un contre à 3 en natif, mais sinon, tous les autres ont un contre à 2 ou à 1 de base. Donc on n'est pas à 3. Donc l'instinct héroïque vous permet d'ajouter 1 à ce contre, et si votre héros de base a un contre à 2, vous passez à 3, et donc il faut mettre instinct héroïque si votre héros a un contre à 2. Mais si votre héros a dans son kit une carte qui va augmenter son contre de 1, donc généralement pour un coût moindre que instinct héroïque, ne mettez pas instinct héroïque. On ne va pas mettre instinct héroïque pour avoir un contre à 4. Ça ne nous intéresse pas. Et si votre héros a un contre à 1, qu'il a une carte de son set qui lui permet de contrer à 1 en plus, là vous pouvez à nouveau réintroduire instinct héroïque pour atteindre le fameux 3 de contre. Même si au final ça commence par coûter un petit peu cher. Donc moi l'idée, c'est de mettre instinct héroïque quand mon héros contre à 2 et qu'il n'a pas de moyen propre à sa mécanique d'augmenter son contre de 1. Si votre héros a tout seul les moyens d'arriver à 3, vous ne mettez pas cette carte. C'est de toute façon un petit peu cher pour ce que ça fait. Moi, Instinct héroïque et son pendant agressif, je les joue pas souvent, ça m'intéresse pas trop. À la différence de la veste blindée que je joue systématiquement en vert, mais la veste blindée, elle a l'avantage de coûter un de moins, et là tout d'un coup, augmenter pour 2 ER de 1 sa stat de défense, c'est quand même extrêmement précieux. Mais bon, c'est pas le sujet tout à fait. Justice rendue, c'est pas tout à fait propre à l'archétype qu'on est en train de jouer, mais comme c'est un peu comme l'événement d'attaque que je vous ai montré tout à l'heure, l'avantage de justice rendue, c'est que comme vous allez régulièrement retirer la dernière menace d'une manigance, notamment en contrant les manigances annexes, vous allez avoir la possibilité de rendre efficace cette carte et donc de vous untap. Évidemment, ça n'a aucun intérêt si l'untap de votre héros n'apporte rien à la mécanique de votre jeu. Mais bon, soyons honnêtes, des héros qui ne bénéficient pas d'un untap, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense par exemple à des héros comme SPDR qui sont extrêmement forts plus ils se untap. On peut aussi penser à Iceberg. Cette carte est encore plus forte dans cette mécanique, puisqu'encore une fois, les contrats 3 que vous allez générer de manière systématique vont systématiquement avoir un effet efficace et vont pouvoir permettre à Justice Rendue de s'activer et donc de vous untap une nouvelle fois. Voilà, on continue avec observation attentive. Alors, l'observation attentive, pour le coup, c'est une carte qui est régulièrement ajoutée dans l'archétype manigance annexe. Alors, évidemment, ici, elle fait aussi le café. En gros, l'idée, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est une amélioration. Vous l'accrochez à une manigance. Ça peut être la manigance principale. Quand vous contrez, pardon, quand vous retirez une quantité de manigance, c'est important, c'est pas seulement sur un contre, de la manigance attachée, vous pouvez choisir de retirer d'une autre manigance la même somme de contre, et en la contrepartie, c'est bien sûr que vous devez défausser cette amélioration. En gros, l'idée, c'est grâce à observation attentive d'avoir un multitâche
euh, un peu plus efficace et un peu plus constant. Mais les deux cartes fonctionnent très bien entre elles. Moi, généralement, je mets deux multitâches dans mes decks méchants 3 et je mets une observation attentive. Encore une fois, l'idée, c'est pas de blinder votre deck avec un maximum de cartes qui vont finalement être superfétatoires la plupart du temps. L'idée, c'est d'avoir vraiment de quoi répondre à toute situation. L'idée, c'est dès que vous avez observation attentive, finalement, comme ça vous coûte que 1 ER à poser, vous allez la poser sur la manigance principale, c'est généralement l'endroit où elle est le mieux, et vous l'activerez le moment venu quand ce sera nécessaire. Mais il faut savoir qu'en plus, observation attentive peut fonctionner avec multitâche. Parce que vous pouvez très bien faire un contre avec multitâche à 3 sur la manigance principale, vous contrez donc à 3 sur une autre manigance, et en plus, avec observation attentive, vous pouvez contrer à nouveau à 3 sur une dernière manigance. C'est quand même très fort, et ça peut parfaitement synergiser. Voilà. J'en ai fini avec la présentation générale de l'archétype et de son fonctionnement. Alors oui, j'ai pas parlé de sous-surveillance. Alors sous-surveillance, moi je peux en dire deux mots. C'est une carte qui est souvent mise dans les decks jaunes. C'est vrai qu'elle est bien, il faut la mettre. Moi, le principal reproche que je fais à cette carte, c'est d'être jaune. Finalement, c'est dommage d'avoir fait une carte aussi brillante et aussi efficace, notamment en solo, hein, parce qu'en multi, elle devient un peu moins intéressante. Mais c'est dommage d'avoir fait une carte aussi efficace dans l'archétype, enfin dans la couleur en tout cas, où on subit le moins de pression de la part de la manigance principale. Mais néanmoins, c'est vrai que en vous acharnant sur les manigances annexes la plupart du temps, peut-être que la manigance principale va vous mettre un peu plus de pression que sur les decks justice classiques. Donc quand même, pensez à intégrer sur surveillance, et il ne faut pas oublier que ce surveillance a en plus l'avantage sur certains méchants de les trivialiser complètement. Si vous jouez Ultron en jaune, mais vous jouez sous surveillance sur sa première manigance, et vous empêchez finalement Ultron de jamais passer à sa deuxième manigance, qui est vraiment celle qui est pénible, qui permet de faire pop un sbire à chaque fois, et vous bloquez en fait Ultron dans cette phase-là, et ça vous permet de le battre plus facilement. Mais cette mécanique fonctionne avec pas mal d'autres héros. Je crois qu'il y a pas Taskmaster, il y a Crossbone aussi qui a une toute petite première manigance qui peut être intéressante aussi. Et voilà. Ce surveillance fait des petits combos à lui-même et encore une fois peut être un soutien assez intéressant dans le cadre de notre archétype où on va essentiellement se concentrer sur les manigances annexes. Avant de passer à la présentation des decks, je vais revenir sur le multijoueur. Parce que tout ce dont je vous ai parlé, finalement, c'est des contrats 3. Oui, super, mais quand je joue à 2, ton contrat 3, il fonctionne pas. Parce que généralement, c'est pas 3, mais c'est 3 par joueur. Donc il faut un contrat 6. Et vous avez tout à fait raison. Et là, j'ai refait les maths. Et là, il faut savoir que les manigances annexes sont contrées par un 6, donc par un 3 plus un 3, dans 96% des cas. Là, c'est quasiment absolu. Presque toutes les manigances annexes du jeu vont être contrées sur un 6 quand vous êtes deux. Donc ça, c'est extrêmement important et ça va aller encore en s'aggravant plus vous allez être nombreux. C'est-à-dire que quand vous allez être 3, vous allez passer à 98% des manigances annexes qui sont contrées sur un 9 et à 4, c'est pareil, c'est à peu près 98% sur un 12. Donc vraiment, quand vous jouez en multi, l'archétype méchant 3 va fonctionner très très bien et de mieux en mieux. Mais pour ça, la contrepartie, c'est que tout le monde doit jouer méchant 3, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai inclus des cartes de multijoueurs qui vont vous permettre de faire l'équivalent d'un contrat 2x3 quand vous êtes deux ou à X x 3 quand vous êtes plusieurs, pour vous permettre de rendre cet archétype toujours efficace, même quand vous jouez à plus de 1. On commence donc du coup avec, pas celui-là, celui-là, Spider-Man Peter Parker, qui est venu avec le crâne rouge. Alors cette carte, je sais que vous la jouez jamais, déjà elle coûte 5, vous avez juste pas envie de la jouer, c'est beaucoup trop cher. Mais qu'après que Spider-Man a été joué de votre main, attention, ça ne marche pas avec les entrées en jeu automatiques, notamment sur la manigance annexe bleue là, qui vous permet de faire entrer un allié. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut impérativement avoir payé Spider-Man directement depuis votre main. Mais quand elle est payée depuis votre main, vous retirez 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. Alors, quand vous jouez en solo, pour 5, vous faites rentrer un allié qui n'est pas dégueu, hein, parce que 4-2 d'attaque, 2 de contre et qui a 4 de vie, et vous contrez à 3 sur une manigance annexe. Donc, globalement, vous avez votre contre à 3. Néanmoins, vous avez quand même payé un petit peu cher, notamment quand on voit le rendement que va avoir le Spider-Man champion qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, voilà, ou le Professeur X, qui sont du coup qui font la même chose et qui sont un petit peu moins chers et même parfois plus efficaces. Néanmoins, quand vous jouez à 2, pour 5, vous faites un contre à 6 sur une manigance annexe.
C'est toujours un petit peu cher, mais on est déjà un petit peu au-dessus en termes de rendement. Et alors, quand on joue à 3, voire à 4 pour 5, vous faites un contre à 12. Là, on est quasiment sur un rendement de carte de héros. C'est-à-dire que sans même considérer que Spider-Man est un allié, si vous considérez Spider-Man à 4 comme un événement, et ben pour 5, vous compterez à 12 sur une manigance annexe. Et rien que si c'était un événement, cette carte serait rentable. Mais là, en plus, non seulement vous avez fait un contre à 12, mais vous avez un allié sur la table qui va pouvoir vous protéger, qui va pouvoir contrer, qui va pouvoir attaquer. Donc Spider-Man, dans l'archétype méchant 3, est auto-inclus à partir de 3, et à 4, c'est quasiment votre MVP, et vous devez la jouer tout le temps. Vous avez du coup, dans les événements, alors attendez, il faut que je la retrouve. Là voilà. Danger écarté. Alors, danger écarté nous permet, surtout à 2, d'avoir le fameux contre à 2 fois 3. Puisque pour un coût effectif de 4 R, donc un coût imprimé de 3, vous avez un contre à 6. Ce qui est objectivement presque rentable. On n'est pas sur de la carte héros, mais on n'est pas loin quand même. On est sur une très bonne carte. D'ailleurs, je sais que beaucoup de joueurs la jouent, cette carte, sans forcément penser à cet archétype-là, parce que ça reste un compte de très bonne qualité. Évidemment, à 2, l'avantage de cette carte, c'est que, certes, vous n'allez pas faire grand-chose d'autre que ça, parce que 4 R, il faut quand même les payer, mais vous allez avoir la même efficacité qu'en solo sur les manigances annexes. Vous jouez d'une manière ou d'une autre, paf, vous piochez 3 cartes, et bien avec les 3 cartes, vous payez danger écarté, et vous avez généralement contré la manigance que vous avez fait rentrer. Alors évidemment, là, c'est une action qui s'auto-annule, donc c'est pas forcément très intéressant ce que je vous raconte, mais il y a l'enquêteur chevronné qui va faire piocher une carte. Et puis, mettons que plutôt que de jouer d'une manière ou d'une autre, mais vous avez fait rentrer une manigance annexe de joueur, avec un danger écarté, vous avez contré la manigance annexe de joueur. En tout cas, quand vous jouez à deux. Et donc, on finit sur enquêter en équipe. Alors, cette carte, pareil, c'est un caltable, c'est très difficile à jouer, mais elle trouve son intérêt elle trouve son intérêt quand vous jouez à plusieurs, et notamment quand vous jouez à 3 ou à 4. Alors là, le coût qui est marqué n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est 2 par joueur, hein, le coût, hein. Donc c'est pas, elle ne coûte pas que 2. Cette carte coûte en réalité 4 si vous êtes 2, elle va coûter 6 si vous êtes 3, et elle va coûter 8 si vous êtes 4. Donc en ER, à chaque fois, il faut rajouter un de plus. Donc c'est assez cher. Sauf que pour 9, pour un coût enfin pour un coût effectif de 9, vous allez pouvoir retirer 12 menaces d'une manigance annexe. Alors oui, quand vous comparez cette carte au Spider-Man que je vous ai montré tout à l'heure, elle est beaucoup moins bien. Oui, sauf que Spider-Man, c'est un allié et il va pas revenir tout le temps. Là, vous pouvez mettre plusieurs événements enquêtés en équipe qui vont vous permettre de maintenir cet archétype, même en multi. Et je vous assure que je joue régulièrement l'archétype méchant 3 à 2 notamment. Bon, je joue pas enquêté en équipe, mais je joue les autres cartes que je vous ai montrées et ça fonctionne très très bien. Voilà, j'en ai fini sur la présentation de l'archétype. Je vais passer à une courte présentation de deck et d'exemples que j'ai fait de cette mise en pratique de cet archétype. Donc comme la vidéo est déjà assez longue, je ne vais pas vous présenter beaucoup d'exemples de la mise en pratique du méchant 3. Je vais vous en présenter deux. Un que j'aime beaucoup, celui-ci, SPDR, et un qui est bon, quasiment l'un des meilleurs personnages du jeu, puisque ce sera avec câble, et je pense que vous avez très vite identifié quand je vous ai présenté l'archétype quel héros allait particulièrement bénéficier de cet archétype. Néanmoins, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, l'archétype méchant 3 a quand même l'avantage de pouvoir être transposé à n'importe qui. Alors évidemment, sur des héros qui contre très mal de base, ça va être relativement compliqué, quoique, parce que s'ils contre mal, c'est qu'ils tapent très fort, donc ils vont remplir une des fonctions que ne remplit pas l'archétype. Et si l'archétype est assez bien monté derrière, vous allez pouvoir l'aider en fait et à devenir un peu plus efficace. Mais peut-être que vous serez moins en recherche de maniance annexe, parce que vous serez quand même en difficulté à chaque fois qu'il s'agira de contrer. Donc là, SPDR, pourquoi SPDR? Alors déjà pourquoi pas? Déjà c'est un héros que j'aime beaucoup, mais SPDR a deux bases, un contre à deux. Ça, à la rigueur, elle n'est pas la seule. Mais SPDR a aussi l'avantage d'avoir 14 PV, donc elle accède à vigueur inépuisable. Et pour ceux qui ont déjà joué SPDR et qui l'aiment bien, vous savez pertinemment qu'entre la vigueur inépuisable et, que je le trouve, et l'amélioration araignée haute, vous passez votre temps, quand vous jouez SPDR, à vous redresser.
Donc, vous me voyez venir, SPDR qui se relève tout le temps, ok, mais pourquoi faire? Bah, généralement on tape avec SPDR quand on peut le faire. Mais là, on n'est pas obligé. euh, et on peut tout à fait choisir de contrer. Et si on choisit de contrer, et qu'on arrive à lui mettre son contrat 3, le méchant 3 est parfaitement rempli. Donc en plus, SPDR a l'énorme avantage d'être Web Warrior. Donc on va mettre dans le deck de SPDR, évidemment, l'allié dont je vous parlais tout à l'heure, Spider-Man jaune qui va très rapidement, grâce notamment à la toile de la vie et du destin, quand il va rentrer, vous êtes SPDR, vous êtes posé, vous avez la toile de la vie du destin, ce qui est quasiment auto-inclus quand vous jouez Web Warrior, vous rentrez Spider-Man, paf, vous avez un contrat 3 sur la table. Donc déjà, vous avez ce que vous voulez. Mais même si vous avez d'autres cartes Web Warrior qui sont posées, il peut y en avoir plusieurs. Évidemment, je ne vais pas tous vous les présenter, mais vous les connaissez, les cartes Web Warrior, Spider-Man Peter Parker qui va faire de l'untap encore une fois, qui va vous aider. Et vous avez un petit étranger. Alors, pour être parfaitement honnête, au départ, Professeur X ne faisait pas partie de ce deck, mais c'est juste qu'on ne peut pas s'en passer. Il est juste, quand on fait du contre, Professeur X, c'est extraordinaire. C'est vraiment ce 3 de contre, ce 4R pour 3 de contre est déjà assez rentable, mais si en plus vous avez le confuse et le bloc derrière, mais c'est juste absolument exceptionnel. Donc oui, le Professeur X est là. L'avantage est qu'il reste pas longtemps sur la table. Donc moi je vous invite, quand vous jouez Fury ou Professeur X sur des archétypes complets, les archétypes X-Men, archétype champion, archétype Avenger. Bon, Avenger, non, Avenger ça marche pas avec Fury, puisque Fury est Shield seulement, je crois. Et que du coup, vous avez peur que ces cartes viennent entraver ce fonctionnement. Bah, vous inquiétez pas, vu qu'il ne reste qu'un tour, vous pouvez tout à fait les mettre. Il suffira juste de choisir le moment où vous allez les chercher. Évidemment, quand Professeur X quitte la partie, il ne vous fait pas piocher de cartes, parce qu'il n'est pas un Web Warrior. Mais ça, vous l'avez deviné et vous l'avez compris. Donc, je vous présente pas tous les alliés Web Warrior, hein, mais il y a le grand classique, Ghost Spider, évidemment. Spider-Man Hobby Brown, donc lui c'est pour faire des dégâts, même si vous verrez que SPDR n'a pas vraiment de problème pour faire des dégâts. Donc Peter Parker, on l'a vu, Spider-Man jaune, dont je ne veux pas écorcher le prénom, donc ne me tentez pas. Et bien sûr Otto Octavius, qui est clairement le Web Warrior qui a été designé spécifiquement pour SPDR, parce que quand il arrive en jeu, il redresse une amélioration que vous contrôlez. Donc certains choisissent l'araignée, mais c'est pas forcément ce qui est plus malin, puisque vous pouvez choisir une amélioration avec le trait tech, ce qui vous permet de piocher une carte. Mais je vous rappelle que les améliorations avec le trait tech qui sont posées sur la table par SPDR, notamment celle de son kit, sont aussi des générateurs de ressources. Donc non seulement vous piochez une carte, mais en plus vous avez de quoi la payer généralement derrière. Donc c'est vraiment très précieux. On parle pas trop de l'allié en lui-même qui est fort, hein, enfin qui est fort. Non, justement, qui est pas très fort. Il a quand même l'avantage, parce qu'il a déjà beaucoup d'avantages, mais il en a encore un autre, c'est de pouvoir être éliminé en un seul tour. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le tour du méchant pour le perdre. Si vous décidez de faire de la place ou vous avez besoin de piocher encore une carte en le sacrifiant parce que vous avez la toile du destin qui est posée, euh, Spider-Man a la capacité de mourir en un seul coup, puisqu'il suffit d'attaquer avec lui, comme il a 2 dégâts consécutifs, il va mourir. Donc voilà, Spider-Man, je le présente pas, je pense que tous ceux qui ont joué SPDR le mettent systématiquement. Donc maintenant, on va partir sur les cartes de l'archétype. Donc j'ai mis 2 fois d'une manière ou d'une autre. C'est l'un des rares decks méchant 3 où je mets 2 fois d'une manière ou d'une autre. Généralement, je mets plutôt une fois. Mais bon, voilà, là, j'estime que je peux la jouer souvent. Essentiellement parce que SPDR a quand même le gros handicap d'avoir une main de 3 quand elle est un héros. Alors, c'est pas vraiment un handicap parce qu'on le sait tous, SPDR paye ses cartes avec ses cartes posées sur la table. Donc les 3 cartes qui sont dans sa main, elle va les jouer. Donc finalement, c'est un peu comme si elle avait une main à 6 quand elle est un héros. Mais tour 1, c'est pas vrai. Tour 1, vous avez 3 cartes et vous devez vous démerder avec ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, est là pour augmenter un peu la taille de main. Surtout que vous verrez, je n'ai pas mis de ressources dans ce deck. Bah oui, parce que SPDR, je n'aime pas jouer SPDR avec des ressources. Parce que, comme encore une fois, SPDR paye avec ses cartes sur la table, les ressources que vous avez dans votre main sont parfois des cartes mortes. Vous n'avez pas incliné des ressources pour pouvoir payer des ressources, ça n'a pas de sens. Donc évidemment, sauf au début du jeu aussi efficace, je n'aime pas trop jouer de ressources dans les decks SPDR, vous m'en verrez très peu en mettre quand c'est le cas. Donc quand on joue Web Warrior, qu'on a dans la toile du destin, on joue dans le Spider-Verse. Déjà parce que ça vous permet de diminuer le coût de certains alliés, hein. Tous les alliés qui valent 3, eh ben, ils coûtent finalement un de moins grâce au Spider-Verse. Mais surtout, il y a cet allié, hein,
qui doit être votre cible numéro un dans le Spider-Verse, parce que certes, déjà, ça vous fait réduire son coût de 1, mais en plus, vous n'avez plus besoin de respecter l'exigence. Donc ça, vraiment, Spider-Man est la clé, mais ça peut tout à fait être, bon, bah, le Spider-Man jaune, ça peut être un autre, si Spider-Man est déjà en jeu, à vous de voir. Évidemment, je ne vais pas présenter l'intérêt de cette carte. Dégager la zone, j'en ai mis deux, hein, encore une fois. Vous vous dites, bah oui, mais t'as pas mis de ressources, comment tu vas faire pour que dégager la zone fasse des contrats 3? Bah si, j'ai mis l'amélioration que je vous ai présentée tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je peux faire des contrats 3 avec dégager la zone. Je l'ai donc mise. A fortiori encore plus dans ce deck, encore une fois, parce que dégager la zone permet aussi de piocher. Donc là, on est vraiment... SPDR, elle est forte quand elle pioche. Elle devient vraiment très très forte quand elle pioche, parce que généralement toutes les cartes qu'elle pioche, elle va pouvoir les jouer, et donc elle devient vraiment monstrueuse en un tour. Plus elle pioche, plus elle va taper fort. Multitâche, bon ça c'est auto-include, hein, vous ne pouvez pas jouer le méchant 3 sans multitâche, donc vous allez jouer gentiment. Surtout que la ressource Erlenmeyer, la ressource bleue, elle est facilement jouable à partir du moment où vous avez vos améliorations sur la table qui vont vous permettre de sélectionner correctement la bonne ressource à payer pour pouvoir faire le double contre. La vigueur inépuisable, ça aussi c'est quasiment auto-include quand vous jouez un allié qui a plus de 14 PV. Là ici ça marche très bien dans notre archétype parce que redresser SPDR lui permet de contrer à nouveau. Et comme SPDR on va le voir contrer à 3, ça va énormément nous aider dans notre archétype. Donc on met les 3 vigueurs inépuisables comme d'habitude. Je n'ai pas mis, alors je sais plus comment elle s'appelle, l'intense concentration, parce que c'est le seul super pouvoir qui a du deck. Mais certains estiment que même si vous ne jouez que vigueur inépuisable comme super pouvoir dans un deck, l'intense confrontation reste intéressante. Bon, c'est à vous de voir. Si vous voulez rajouter une 41e carte, vous pouvez, mais je ne l'ai pas mise ici. Sur les manigances annexes, j'en ai mis que deux. Construire un soutien et entraînement spécialisé. Euh, alors, je me suis trompé, c'est pas entraînement spécialisé, mais entraînement super pouvoir que j'aurais dû mettre. Donc là, vous ne regardez pas ce qui a été fait, c'est une erreur. C'est entraînement super pouvoir. Évidemment, entraînement spécialisé est trop compliqué à contrer. Voilà. Pourquoi j'ai pas mis la manigance annexe jaune? Parce que SPDR fait très très mal, toute seule. Donc elle n'a pas besoin d'avoir cette manigance en plus. Et encore une fois, c'est pas forcément utile de l'avoir. Maintenant, si vous voulez rajouter encore une manigance, il faut la mettre. On poursuit sur les soutiens. Donc les soutiens, j'en ai pas mis. Je vous avais dit que dans cet archétype, il n'y en a pas, à part la toile de la vie et du destin. Mais ça, c'est auto-include quand vous jouez au Warrior, donc vous ne vous posez pas la question et vous la jouez. Et enfin, sur les améliorations, je joue donc compétences opérationnelles. J'en mets qu'un parce que on ne peut en jouer qu'un seul par joueur. Alors évidemment, en mettre deux permet de l'avoir à chaque fois. Mais attention, SPDR aime pas trop les cartes superflues parce qu'il a une petite main, donc il faut que toutes ces cartes puissent être jouées. Donc j'en ai mis qu'un seul. Vous le jouez et vous l'activez sur dégager la zone ou multitâche et j'en ai pas parlé évidemment, où est-ce qu'il est? C'est pas piégé, c'est déploiement rapide. Oui, je voulais vous parler, mais quand même SPDR a dans son kit la meilleure carte de contre du jeu. Alors là, je pense que c'est indéniable, puisque pour 2 vous contrez à 3. Bon, c'est mignon, mais si vous avez utilisé vos ressources propres, donc votre générateur de ressources, vous pouvez retirer 3 menaces d'une manigance. Et ce qui la rend extrêmement forte, c'est son wording. Parce que ça aurait pu être retirer 3 menaces d'une autre manigance, ça aurait pu être retirer 3 menaces de cette manigance supplémentaire. Non, 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 c'est précisé, retirer 3 menaces d'une manigance. Donc en gros, vous pouvez faire 3 et 3, 3 plus 3, vous faites ce que vous voulez en fait, d'une certaine façon. Cette carte est juste exceptionnelle. Et en plus, si vous jouez à 2, vous avez votre fameux contre à 6 qu'on recherche pour seulement un coup de 2, ce qui est vraiment, vraiment très très fort. Donc vraiment cette carte très très bien. Et autre carte, mais ça c'est plus propre à SPDR en elle-même, le système opérationnel, vous savez tous que cette carte est extrêmement forte. Elle permet d'abord à SPDR de se setup, mais après surtout elle permet de se régénérer et de sun-tap une nouvelle fois. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais système opérationnel est aussi une solution d'untap pour SPDR, donc une manière d'aller encore une fois s'incliner pour encore une fois les contrer. Voilà. Donc compétences opérationnelles, on l'a vu, augmente de 1 le contre, et évidemment on peut choisir donc piège de toile si on décide d'augmenter. Pardon, c'est pas piège de toile, c'est déploiement rapide. Voilà, je vais y arriver. On peut augmenter finalement de 4 le contre, enfin passer à retirer 4 d'une manigance deux fois. Ça, c'est possible avec compétences opérationnelles. Bon, c'est pas forcément utile dans cet archétype, mais ça reste une possibilité qui nous est donnée. Donc, enquêteur chevronné, pas besoin d'expliquer pourquoi il est là, c'était relativement logique. L'instinct héroïque, par contre, cette fois, il est un peu plus discutable. Alors, pourquoi instinct héroïque? Ah oui, mais Proust, tu nous avais dit, ça sert à rien de mettre instinct héroïque
si votre héros a de base la capacité d'augmenter de 1 son contre. En effet, où est-ce qu'il est? On va le retrouver. Non, c'est pas lui. Le voilà. Le lien psychique. Le lien psychique est une amélioration qui, quand elle s'incline, permet à SPDR de contrer à 2 de plus. Mais c'est pas forcément intéressant. Enfin, c'est intéressant évidemment, si pour le contre en lui-même, faire un contre à 4 c'est joli, mais le problème c'est que vous pouvez le faire qu'une fois. Et en plus, vous perdez une ressource, puisque le lien psychique, l'amélioration peut vous servir, comme c'est une amélioration interface, vous connaissez la mécanique de SPDR, peut vous servir de ressource. Donc moi je ne compte pas beaucoup sur le contre de lien psychique. Et quand je m'en sers, je me dis ok c'est bien, mais ça ne marchera qu'une fois sur ce tour. Or comme SPDR Sun tape énormément, je préfère garantir mon contre à 3 en mettant un instinct héroïque. Alors évidemment, de temps en temps, je vais avoir un contre à 5, mais on sait jamais, ça peut être efficace dans certains cas. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir le contre à 3 tout le temps, de me redresser tout le temps, et de temps en temps seulement me servir du lien psychique pour faire un contre un peu plus important avec mon contre de base. Je continue avec Justice Rendue. Alors celle-là, elle n'est pas auto-include dans le méchant 3, mais elle est auto-include dans SPDR, parce que SPDR adore l'untap. Donc Justice Rendue, c'est encore de l'untap. Encore une fois, c'est très efficace dans le méchant 3, donc ça va fonctionner assez aisément. Et enfin, j'ai mis une observation attentive, pardon, qui, bon, pas besoin de la présenter et d'expliquer pourquoi c'est bien, ça permet de faire un multitâche sur plusieurs événements de contre et pas forcément sur multitâche. Et encore une fois, ça peut synergiser même avec multitâche quand il y a plus de deux manigances qui sont en jeu. Voilà, globalement ce deck est extraordinairement fort, de toute façon SPDR est très forte, mais voilà, je pense que si vous savez pas trop comment jouer SPDR, je vous conseille de la jouer. L'avantage aussi qu'a cet archétype pour SPDR, c'est qu'SPDR souffre énormément du setup, puisqu'elle n'a besoin de ce setup pour s'actionner. Or, l'archétype méchant 3 ne demande pas de setup. Donc parce qu'il joue essentiellement sur ces événements de contre. Donc finalement, la mise en place de cet archétype ne va pas retarder le fonctionnement de SPDR, donc ça peut être aussi très efficace. Et la pioche continue va permettre à SPDR d'avoir une main beaucoup plus importante, et donc de se setup plus vite et d'être plus rapidement efficace. Vraiment, c'est un archétype extrêmement fonctionnel qui marche très très bien. On poursuit avec du coup, lui, il fait très très mal pour le coup. Câble, alors vous avez vu, il y en a d'autres, hein, vous pourrez aller les voir sur MCDB, ils sont tous disponibles sur mon profil en libre accès. Alors euh, Câble, c'est évident que c'est sans doute celui qui profite le plus de cet archétype. Et moi, j'ai même considéré que Câble, avec cet archétype, atteint une puissance dans le jeu qui est quasiment inégalée. Je pense que même les X-23 ou les Doctor Strange, ou même le cochon en vert, ont du mal à rivaliser avec la puissance de Cable quand il est joué en méchant 3. Parce que Cable et les manigances annexes, on le sait tous, bah, ça marche très bien. Et de fait de synergiser absolument tout autour de cet archétype fait que ça rend Cable extrêmement fort. Pour rappel, Cable, déjà, Sun Tap à chaque fois que vous contrez une manigance annexe. Donc déjà, vous êtes content parce que c'est quelque chose que vous allez faire régulièrement. Donc ça avance bien dans le délire. En plus, Cable devient beaucoup plus fort, plus il y a de manigances annexes dans la pile victoire. Ça tombe bien, Cable a la capacité de mettre toutes les manigances, enfin les manigances annexes de toutes les couleurs que vous le souhaitez. Alors là, vous avez vu, dans mes manigances annexes, je ne l'ai pas mise la manigance jaune. Bah non, comme j'ai accès à toutes les autres, je suis beaucoup plus. Je me suis gâté sur les autres. Donc j'ai mis, bien sûr, toujours construire un soutien et entraînement super pouvoir. Ça, c'est auto-include. J'ai mis mobiliser les troupes, pas parce qu'elle est bien, mais parce qu'elle se contre très facilement sur un 3 et qu'elle permet un peu plus de sustain à ses alliés. Donc on la met. J'ai mis viser et tirer. Parce que vous le verrez, j'ai mis deux armes dans le deck de. Enfin, il y a deux armes dans le deck de câble, celle qui est dans son kit, et j'ai mis j'ai plus son nom, le Scimitar, voilà. J'ai mis le Scimitar en plus, vous verrez pourquoi. J'ai mis appeler des renforts, évidemment, qui est l'une des meilleures manigances annexes du jeu, qui serait évidemment auto-inclus dans mon méchant 3 si on pouvait la mettre dans tous les decks, mais c'est pas possible parce que méchant 3 se joue en jaune. Et enfin l'assistance médicale, qui est pareil, qui est pas forcément
Très utile, mais là on se pose pas la question en fait avec câble. Ce qu'il faut, c'est avoir un maximum de manigance dans un pile. On pourrait même rajouter la manigance jaune si on veut, parce qu'on aurait finalement encore une manigance de plus à mettre. Après, ça sert à rien non plus de faire des coups à 16 ou 17. Il y a un moment, le méchant il est mort, hein. Ça sert à rien d'aller au-delà. Donc voilà, pour aller plus en détail, première chose à savoir, euh, câble à des stats de 3-3-3. Et oui, parce que moi, ce que je fais, ce que vous faites tous d'ailleurs, quand vous commencez la partie avec câble, c'est que vous allez chercher la purge du technovirus comme manigance annexe que vous avez le droit de mettre en place direct. C'est là que vous allez la chercher et vous essayez de la contrer le plus rapidement possible. Parce que ça vous permet d'augmenter vos stats. Et pour câble, ça lui permet définitivement déjà d'avoir le trep psionique, on va voir, on va jouer un peu dessus, mais en plus d'avoir plus un de contre et donc de lui faire un contre à 3 et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc vraiment la purge du technovirus est votre priorité absolue. Ensuite, quels sont les alliés que j'ai mis? Bon voilà, j'ai fait du classique, hein. Mon Captain Britain parce que voilà, ben, tout simplement, ça il n'y a pas de débat dans le méchant 3, vous la mettez. Eros, alors ça je vous avoue que j'ai mis Eros parce que j'ai besoin d'un peu de trash mob. J'aime bien avoir des alliés un peu fragiles, enfin fragiles, peu chers, qui peuvent prendre des dégâts à ma place. Oui, Cable, sa seule faiblesse à Cable ici, c'est peut-être, de prendre des dégâts. Donc voilà, j'ai senti le besoin de mettre Eros de temps en temps pour pouvoir me protéger. Il a un joli contre à 2, c'est assez pratique. De toute façon, Eros, vous le jouez régulièrement dans les decks jaunes, je pense que ça vous pose pas de difficulté de le mettre dans ce deck. Marrow, bah ça c'est pour parce qu'il est juste trop fort en fait. Elle, pardon, j'ai vu, c'est une fille. Elle est juste trop forte puisque elle entre, elle fait 2 dégâts, donc pour 2, en plus elle attaque à 2 derrière, c'est vraiment une source de dégâts considérable. Bon, évidemment, elle est réservée aux X-Force et aux X-Men, mais si vous jouez X-Force ou X-Men, bah, vous la mettez. Encore une fois, même si pour câble les dégâts, c'est pas trop un problème, moi je la mets ici parce qu'en plus elle peut tamponner une attaque et en plus elle fait beaucoup de dégâts. Nick Fury, parce que j'aime bien piocher. Voilà, c'est un allié que j'aime bien mettre. Ici, il se discute, hein, vous pouvez en mettre d'autres, tous ceux que vous avez vus précédemment. Mais voilà, il est mis. Et évidemment, le MVP, ça, vous pouvez pas vous en passer. Le professeur X avec son contrat 3, il est là. Voilà, l'idée, c'est ces alliés-là. Encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, mais il faut en mettre parce que Cable n'a pas d'allié signature. Et encore une fois, les alliés, il ne faut pas oublier que ça sert aussi essentiellement à prendre les dégâts pour vous. Et c'est important quand même de pouvoir vous protéger de temps en temps. Sur les événements. Donc on a d'une manière ou d'une autre, évidemment, j'en ai mis deux, bon ça je la présente pas, voilà, pour aller piocher 3 cartes, chercher la maniance, ça nous aide et on avance dans la partie. Donc deux dégager la zone, deux multitâches finalement, j'ai fait à peu près le même kit que pour SPDR, voilà, c'est mon kit standard quand je joue le méchant 3, c'est les événements que j'aime bien jouer et je vais les chercher. Euh, Cable a un contre de lui-même qui contre à 3. Malheureusement, c'est la seule faiblesse de ce deck, c'est que ce contre n'est pas intéressant dans le méchant 3. Alors oui, il contre à 3, d'accord, mais les effets positifs en plus ne sont pas intéressants, puisque contrer d'une manigance supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile victoire, rapidement ça vous fait des contres à 7-8, mais encore une fois, on est là pour contrer à 3. Évidemment, en multijoueur, c'est pas la même blague. En multijoueur, tout d'un coup, Cable va devenir un monstre sur le méchant 3 grâce à cette carte. Mais en solo, cette carte se joue, hein, de toute façon, on va pas se mentir, mais n'est pas non plus. Enfin, vous allez préférer avoir tendance à lui préférer plutôt dégager la zone et multitâche. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, après, je passe sur ces cartes classiques. Donc, je vous ai présenté les manigances annexes. Ça, il n'y a pas besoin d'y revenir. Sur les ressources, bah, j'ai mis les trois classiques et j'ai mis la passion de la justice. Cette fois, je l'ai mise, pas comme dans le deck d'SPDR, parce que je vais pouvoir augmenter de 1 le contre de dégager la zone et le contre de multitâche pour pouvoir encore avoir plus d'efficacité sur mes contrats 3. Euh, ne pas oublier qu'à chaque fois que vous allez contrer une manigance annexe, enfin, d'ailleurs même si c'est pas vous qui le faites, vous allez récupérer votre générateur de ressources. C'est important de montrer encore une fois une des cartes qui va permettre de synergiser très fortement avec cet archétype. Sur les améliorations, alors bon, je passe pas sur les améliorations de câble, mais vous avez donc l'enquêteur chevronné qui est auto-include et vous n'allez pas l'enlever, c'est indispensable. Euh, alors, pareil, c'est une erreur de construction. Euh, c'est pas Rencontre fortuite que je voulais mettre, mais bien sûr, j'ai oublié son nom, je vais pas me tromper, elle était chez SPDR. SPDR, hop, c'est observation attentive, voilà, pardon, observation attentive.
Tac. Oui, parce que Cable s'en fiche finalement d'aller chercher un allié quand il a contré une maniance. Par contre, il bénéficie assez bien de pouvoir répartir le contre qu'il a fait. Donc non, là, ce que vous voyez, c'est une erreur. Je m'en excuse, mais c'est pas rencontre fortuite, mais observation attentive qu'il faut mettre. Donc cette amélioration qui coûte 0, que vous mettez sur une manigance et qui vous permet de transposer votre compte sur une autre manigance annexe. L'avantage de cette carte, il est précieux notamment sur sonder l'esprit. Mettons qu'il y a beaucoup de manigances sur la manigance principale que vous êtes laissé un peu déborder. Ça vous permet, vous contrez la manigance principale et vous faites un gros compte sur une petite manigance derrière. Voilà, ça fonctionne assez bien. Et enfin, la carte que j'ai mise, c'est le Psimtar. Alors pour moi, c'est quasiment auto-include quand vous jouez des héros psioniques, parce que en fait, tous les événements des héros psioniques ont le trait psionique. Mais il faut savoir que l'avantage du Psimtar, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir le trait psionique pour être joué. Il faut que les cartes que vous jouiez aient le trait psionique. Mais dans le cas de figure de Cable, Cable ne bénéficie pas directement de son trait psionique, en tout cas pas avec les cartes que j'ai mises. Il obtient le trait psionique quand il a contré sa manigance, mais mettons que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas choisi de mettre ses manigances au début et que vous n'ayez pas tout de suite le trait psionique, ça n'a aucune importance. Parce que vous pouvez jouer le Psimtar quoi qu'il arrive, et des cartes psioniques, vous en avez. Vous avez toutes celles du kit de câble, donc là il y en a une, il y en a une, encore une. Bon, celle-là, c'en est pas, mais je crois qu'en plus après il y a des soutiens. Et en plus vous avez Professeur X, hein, qui est aussi une carte psionique et qui peut être aussi comptabilisée. Tout ça, à chaque fois que vous allez la jouer, fait 2 dégâts. Mais la raison aussi pour laquelle j'ai mis le Psimtar, c'est parce que en fait, quand vous compterez entraînement au super pouvoir, vous allez voir que les améliorations dont dispose Cable ne sont pas toutes très intéressantes à aller chercher avec l'entraînement au super pouvoir. Parce que l'amnésie forcée, ça coûte 1, donc vous allez le payer généralement, et puis vous n'avez pas forcément envie d'aller chercher. Celle-ci, elle coûte 1 aussi, et vous n'avez pas forcément envie de dépenser l'entraînement super pouvoir pour ça. Le champ de force il vaut 2, mais c'est une protection. Ça se joue pas forcément systématiquement. Vous êtes bien setup, vous avez des alliés qui vous protègent. Vous n'avez pas forcément envie de mettre tout de suite le champ de force télékinésique. Et il vous reste quoi? Il vous reste, alors le saut temporel, oui, mais ça pareil, c'est pas forcément systématique. Mais il vous reste le fusil à plasma. Et moi, je me suis retrouvé souvent dans la situation où à chaque fois que je déjouais entraînement super pouvoir, j'allais chercher le fusil à plasma. Et, le problème, c'est qu'une fois que vous allez chercher le fusil à plasma, quand vous déjouez la maniance viser et tirer, bah, qu'est-ce que vous allez chercher? Et ben vous n'avez plus rien à aller chercher. Donc je me suis senti un peu contraint de mettre une arme. Alors évidemment, j'aurais pu mettre une autre manigance annexe à la place. Sauf que le Psimtar faisant tout à fait le café ici, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de mettre le Psimtar avec viser et tirer. Comme ça, je peux aller la chercher directement. Attention à bien synergiser, à bien comprendre ce que vous allez chercher en fonction des manigances que vous déjouez avec Cap. Voilà, c'est tout pour moi. La présentation est terminée. Et voilà, n'hésitez pas à me dire sur Discord ou dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet archétype. Si vous l'aviez vous aussi découvert, si vous aviez vous aussi remarqué cette faiblesse qu'ont les manigances annexes autour du chiffre 3, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis je vous dis à très bientôt.